qui nous vient de Genève. En matière de diabète, on parle toujours de l'insuline, mais le professeur Philippe, qui est chef de service de l'unité de diabétologie au CHU de Genève, donc, va nous parler des perturbations concernant la cellule alpha et le glucagon au cours de la maladie diabétique. Merci beaucoup. Voilà, chers confrères, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de prise en charge ni de recommandations, d'ailleurs de recommandations suisses qui sont assez différentes de celles de l'Europe et de l'ADA, mais je vais vous parler de glucagon et de GLP-1 et de l'implication de ces hormones dans le diabète. Alors ici, vous avez une image de Genève qui ne reflète pas la réalité, parce que nous venons de recevoir entre jeudi et vendredi 25 cm de neige qui a fermé notre aéroport. C'est plutôt une situation d'automne. Ici, vous avez un îlot de Langerhans avec des cellules colorées en rouge, c'est les cellules à insuline, et des cellules colorées en vert, qui sont les cellules à glucagon. Vous notez immédiatement que la grande majorité des cellules, environ 70 à 75%, sont des cellules à insuline, et une minorité des cellules, les cellules à glucagon, représentent 20 à 25%. Ici, évidemment, ne sont pas illustrées les cellules APP et les cellules à somatostatine. Alors, le glucagon, ce n'est pas tout à fait une hormone nouvelle, puisqu'en 1923, lorsqu'on a isolé l'insuline, juste après avoir isolé l'insuline, on a noté, et c'est Kimball et Merlin qui avaient noté ceci, qu'il y avait une autre substance isolée à partir des îlots de Langerhans qui, lorsqu'on l'injectait, causait une augmentation du glucose. Et c'est de là qu'on a appelé cet extrait glucagon pour glucose agoniste, GLUC et agon, glucagon. Après cette époque, il y a eu une longue période intermédiaire où pas grand-chose n'a été fait sur le glucagon. On en sait beaucoup plus aujourd'hui, d'une part par le clonage du gène qui a été fait dans les années 80, et on s'est aperçu dans ces années 80 que le gène du proglucagon, donc qui code pour le glucagon, était exprimé dans plusieurs tissus, plusieurs organes, notamment le cerveau, et au niveau cortical, au niveau hypothalamique, au niveau du pancréas, bien entendu, au niveau de l'intestin, et tout au long de l'intestin, en partant de l'estomac jusqu'au côlon. Si ce gène du proglucagon est exprimé dans de nombreux organes, ce qu'il en sort n'est pas exactement le même d'organe en organe. Si on prend le pancréas, l'hormone sécrétée est le glucagon à partir, vous voyez, d'un précurseur assez grand. Par contre, dans l'intestin et dans le système nerveux central, ça n'est pas le glucagon, mais le GLP-1 et le GLP-2, GLP-1, comme vous le savez, pour glucagon-like peptide 1 et glucagon-like peptide 2. Cette caractéristique dépend de l'expression d'enzymes dans ces organes qui sont différents. On retrouve un enzyme qui processe le proglucagon en glucagon dans le pancréas et qui s'appelle PC2. Et je vais reparler de ces enzymes processeurs. Par contre, dans l'intestin, on a une autre enzyme qui s'appelle PC1-3 et qui va scinder le proglucagon
en GLP1 et GLP2. On croyait de manière très naïve, jusque récemment, que ce processing était relativement absolu dans le pancréas et dans l'intestin. Ça n'est pas du tout vrai. En fait, dans le pancréas et dans la cellule alpha, bien entendu, lors de diabète, on a une dédifférenciation de la cellule et on a une expression partielle de PC1-3 avec une augmentation du GLP1 produit dans la cellule alpha. Mais plus remarquable encore, nous venons d'identifier chez la souris, mais aussi dans les cellules alpha de femmes, que les œstrogènes étaient capables d'activer PC1-3 et donc chez les souris, chez les rats et aussi chez la femme, on note une stimulation par les œstrogènes de la production de GLP1 à l'intérieur de la cellule alpha, et cette production de GLP1 est critique pour la régulation de la glycémie, parce que lorsqu'on abolit cette production de GLP1, on a une péjoration de l'homéostase du glucose, comme nous venons de le montrer dans un article qui paraîtra dans le Journal of Clinical Investigation Insight. Alors la régulation de la glycémie, vous le savez, elle est en principe assez simple. Lorsque nous prenons des hydrates de carbone particulièrement, nous avons une stimulation de la sécrétion d'insuline qui vient de l'élévation de la glycémie, mais aussi de la sécrétion de deux hormones minimum, puisqu'il y en a d'autres, incrétines qu'on appelle GLP1 et GIP. Cette double stimulation de sécrétion d'insuline, une directe et l'autre indirecte, va augmenter donc la production d'insuline par le pancréas, inhiber la production de glucagon pour favoriser les réserves. Donc le rapport insuline sur glucagon augmente avec la prise alimentaire et diminue dans les cas de jeûne. Si on reproduit cette dynamique hormonale lors d'une prise alimentaire, ici, on a une augmentation de la sécrétion d'insuline biphasique, une diminution de la sécrétion de glucagon et une augmentation de la sécrétion de GLP1 par l'intestin qui participe et à l'augmentation d'insuline et à la diminution du glucagon. Donc, de concert, nous avons une interaction entre la prise alimentaire, l'intestin et les îlots de Langerhans. Cette cellule alpha du pancréas, elle a de nombreux stimulateurs et inhibiteurs. Parmi les inhibiteurs, les plus connus, bien entendu, sont l'hyperglycémie, mais aussi la somatostatine, par laquelle le GLP1 probablement agit, et l'insuline. Parmi les stimulateurs, on connaît bien l'hypoglycémie, mais aussi et surtout les acides aminés et les acides gras, et bien entendu le système sympathique et parasympathique qui, en cas d'hypoglycémie, va stimuler cette sécrétion de glucagon. Les effets du glucagon sont multiples, les principaux, bien entendu, sur le foie, on va en parler, mais aussi sur le rein, en augmentant le GFR, sur le cœur, avec des effets inotropes positifs, sur le cerveau, avec une augmentation du sentiment de satiété, sur le tissu adipeux, avec des éléments un peu moins clairs, et sur le tube digestif. Voyons maintenant les effets du glucagon sur le foie. Lorsqu'on ne mange pas, la production de glucose est assurée essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement par le foie et par le glucagon, par une inversion du rapport glucagon sur insuline. Ce foie va produire aux environs 10 grammes par heure de glucose, et ce glucose, comme vous le savez, va être utilisé par les organes périphériques.
En fait, le glucagon est responsable de 75%, environ de 75% de la production hépatique de glucose. Lorsqu'on inhibe la production de glucagon par une infusion de somatostatine, vous voyez qu'on diminue la production hépatique de glucose d'environ 75%. Par conséquent, le glucagon est vital pour la production hépatique de glucose. Qu'est-ce qui se passe maintenant si l'on élimine le récepteur du glucagon chez la souris? Et je vous parlerai de l'homme tout à l'heure parce qu'on a aussi des expériences chez l'homme avec, bien entendu, une élimination du récepteur hétérozygote. Eh bien, chez la souris, on voit une hypoglycémie, quel que soit le moment de la journée. On voit une augmentation de la sensibilité à l'insuline. C'est un test de tolérance à l'insuline. On voit une meilleure tolérance au glucose par rapport aux souris normales et une augmentation des glucocorticoïdes. Chez l'homme, une mutation hétérozygote du récepteur du glucagon mène aux mêmes caractéristiques, mais évidemment un peu moins prononcées. On va passer maintenant, après la physiologie, à la physiopathologie et le glucagon dans le diabète. Et on va parler aussi de GLP-1. Vous savez que dans le diabète, bien entendu, on a une altération de la composition de l'îlot de Langerhans. Chez l'homme normal, on a environ 65% de cellules bêta et 35% de cellules alpha. Chez le patient diabétique, on a une diminution importante du nombre de cellules alpha qui, en bonne partie, sont dédifférenciées et une augmentation du rapport avec environ 50% des cellules alpha. Ce phénomène est réversible en partie. Il est réversible, et on le sait bien, chez les patients qui ont subi une chirurgie métabolique ou une chirurgie bariatrique, au moins lors des premiers 10 années post-chirurgie, et on retrouve une redifférenciation de ces cellules bêta. Alors dans le diabète, on a une double anomalie, une diminution de l'insuline et une augmentation du glucagon. Cette augmentation du glucagon et cette diminution de l'insuline mènent à une augmentation de la production hépatique de glucose et à une augmentation de la glycémie qui elle-même rentre mal dans le muscle, le principal organe responsable de l'insulinosécrétion. En parallèle, on a, avec l'évolution de la maladie, pas au début de la maladie, la sécrétion de GLP-1 est très bien conservée au début de la maladie, elle diminue avec le temps et son efficacité diminue aussi au niveau de la cellule bêta avec le temps. Il y a de longues années, Walter Müller, qui travaillait avec Roger Unger à l'époque, avait démontré ces anomalies au niveau de l'insulinémie et de la glucagonémie chez les patients diabétiques. Vous voyez ici les patients, les personnes normales qui ont une prise alimentaire. Vous voyez la montée relativement modeste de la glycémie et cette montée très importante chez les patients diabétiques de type 2. L'insuline monte pratiquement pas chez les patients diabétiques de type 2, contrairement au contrôle, et le glucagon ne s'abaisse pas, reste parfaitement stable, contrairement aux personnes normales. Alors cette production post-absorptive de glucose, malheureusement, elle reste augmentée, quel que soit le moment de la journée. Et ici, je vous illustre la glycémie post-absorptive en fonction de la production hépatique de glucose. Et vous voyez que chez les témoins, elle est relativement bien contrôlée. Et chez les patients diabétiques, plus la production hépatique de glucose, plus la glycémie post-absorptive est élevée. Et par conséquent, la glycémie à jeun de nos patients
va dépendre de cette production hépatique de glucose et du rapport insuline-glucagon et du degré de résistance à l'insuline du foie. Cette production hépatique de glucose, elle est conditionnée évidemment par la glycogénolyse, mais vous voyez que le principal pourvoyeur de l'augmentation, c'est la néoglucogénèse. Et on a un cercle vicieux parce que nous avons une augmentation du glucagon, une augmentation de la production hépatique de glucose, une augmentation du catabolisme musculaire, donc une augmentation nécessaire des acides aminés qui vont participer à la néoglucogénèse. Et cette augmentation des acides aminés est le principal stimulateur de la sécrétion de glucagon. Vous voyez le cercle vicieux. Nous avions montré il y a quelques années, en prenant des souris, soit normoglycémiques, évidemment avec un glucagon normal, soit hyperglycémiques, en les traitant par un inhibiteur SGLT2 pour normaliser l'hyperglycémie, soit avec l'insuline pour évidemment normaliser la glycémie. Et nous voulions voir si l'insuline ou la glycémie, l'hyperglycémie, régulait le plus l'hypersécrétion de glucagon. Eh bien, nous avions clairement montré, vous voyez ici le pancréas et vous voyez le glucagon, ici l'iléum, chez les souris normales, chez les souris diabétiques et chez les souris traitées à l'insuline, nous avions une presque normalisation de cette hyperglucagonémie, ce qui n'était pas le cas en corrigeant seulement l'hyperglycémie par un SGLT2. Nous avions aussi montré, un petit peu plus tard, que l'insuline agissait au niveau du promoteur du gène du glucagon par un facteur de transcription qui s'appelle PAX6 pour réprimer l'hyperstimulation induite dans le diabète. Je vais terminer maintenant par quelques données beaucoup plus récentes sur l'implication de la cellule alpha et L dans le diabète. Et nous avons pris deux modèles. Je vous rappelle ici la sécrétion d'insuline, celle du glucagon inhibé et celle du GLP-1 après la prise d'un repas. Notre but était de définir un réseau d'altérations géniques dans les cellules alpha pancréatiques et dans les cellules L par tous les moyens de régulation génique, c'est-à-dire par séquençage du RNA, par définition des altérations des micro-RNA, on en parlera tout à l'heure, et par l'épigénétique. Ici, vous voyez les cellules L de l'intestin, ici, un îlot avec les cellules bêta au centre et les cellules alpha en périphérie. Nous avons donc sélectionné deux types de diabète. Nous venons d'entendre tout à l'heure la complexité de la classification du diabète, et bien entendu, ces diabètes sont des modèles animaux, parce que ces expériences, vous le comprenez bien, ne peuvent pas être du tout effectuées chez l'homme. Le premier modèle, c'est un modèle d'hyperphagie. Donc, nous induisons une obésité dans la souris avec une alimentation qu'on appelle high fat diet, une alimentation riche en graisse, 60% de graisse, alors que les souris contrôle sont nourries avec 10% de graisse. Un deuxième modèle est le modèle streptozotocine pour éliminer les cellules bêta et garder uniquement les cellules alpha. Nous utilisons des souris bien particulières pour pouvoir isoler les cellules alpha des cellules bêta pour être totalement ou pratiquement totalement pures. Donc, nous avons modifié ces souris en faisant exprimer dans les cellules alpha un fluorochrome qu'on appelle Vénus, vert, et dans les cellules bêta, un autre fluorochrome,
rouge qu'on appelle Cherry. Et par cette méthodologie, nous avons des cellules alpha pures et des cellules bêta pures que nous pouvons ainsi étudier. Alors, dans le modèle de suralimentation, ici vous avez les îlots de nos souris contrôle, on a une hyperplasie énorme des îlots, vous les voyez, c'est le même grossissement, mais beaucoup plus de cellules bêta et un nombre de cellules alpha similaires par rapport au contrôle. Par contre, dans le modèle streptozotocine, qui est similaire au diabète de type 1, on a une pratique élimination des cellules bêta avec plus que des cellules alpha. Nous arrivons néanmoins à isoler ces cellules alpha par le FACS. Alors voilà les résultats. Tout d'abord, le modèle d'hyperphagie. Vous voyez bien entendu que les souris qui prennent l'alimentation riche en graisse prennent du poids. Leur glycémie monte, mais pas toutes. On a un groupe qui reste parfaitement normoglycémique. Ça, c'est les cellules contrôle. Je ne vous les ai pas représentées ici. Mais il y a un groupe de souris qui est très résistant à l'hyperphagie et qui reste normoglycémique. On a étudié essentiellement celle-là, mais on reviendra au troisième groupe tout à l'heure. Vous voyez ici, bien entendu, la glycémie qui monte. Vous voyez ici l'insulinémie qui monte de manière drastique en relation avec l'hyperplasie des îlots que je vous ai montré et en relation avec une résistance à l'insuline énorme. Et vous voyez ici la glucagonémie qui monte à jeun et au temps zéro et qui monte à jeun au temps de 16 semaines. Nous avons aussi isolé les cellules alpha pour voir au niveau cellulaire qu'est-ce qui résultait de cette hypersécrétion de glucagon. Ceci représente les résultats des cellules alpha isolées en culture. Vous voyez qu'au niveau basal, si on prend que les cellules alpha elles-mêmes, il n'y a pas d'hypersécrétion. Par contre, lorsqu'on baisse le glucose ambiant à 1 millimole, une hypoglycémie relative, bien entendu, on a une augmentation avec les cellules alpha normales du glucagon, mais une absence de régulation complète dans les cellules de glucagon alpha diabétique. Lorsqu'on regarde maintenant leur réponse à l'insuline, vous voyez qu'on a une réponse à l'insuline des cellules alpha normales, mais aucune réponse à l'insuline de ces cellules alpha diabétiques, indiquant la résistance à l'insuline des cellules alpha dans le diabète. Nous avons ensuite regardé l'expression génique. Et pour faire court, je vous indique par les cercles 3 gènes très importants qui sont altérés. Le gène du glucagon est surexprimé dans les cellules alpha et 2 facteurs de transcription, FOXA1 et CMAF, qui sont actifs sur le gène de glucagon, sont aussi augmentés dans le diabète. Retenez ces 2 gènes, CMAF et FOXA1. Parce que ces gènes-là, CMAF, FOXA1 et le glucagon, sont aussi augmentés lorsqu'on prend les cellules alpha de souris normales et qu'on les incube avec du haut glucose pendant 24 heures et plus. Le glucose en lui-même est capable de stimuler le gène du glucagon et les 2 facteurs de transcription qui régulent ce gène, indiquant que le glucose en soi est toxique pour la cellule alpha. Nous avons ensuite, ceci était évidemment une analyse d'expression génique ciblée. Nous avons ensuite fait une expression génique au hasard en faisant la séquence RNA de tous les gènes dans la cellule alpha.
Et il nous a fallu malheureusement beaucoup de cellules alpha. En bref, entre les souris en surpoids et celles prenant un régime en graisse pauvre, nous avions seulement 39 gènes différentiellement exprimés. Ces 39 gènes étaient impliqués dans la sécrétion, dans la différenciation cellulaire et dans la régulation de la lipolyse. Et pour faire bref, nous voyons ce que le diabète induit dans la cellule alpha. Ce diabète, en fait, induit une dédifférenciation de la cellule alpha, représentée ici, dédifférenciation qui implique des propriétés acquises de la cellule bêta, parce que plusieurs gènes de la cellule bêta augmentent, et vous avez très bien suivi la capacité de la cellule alpha à se différencier en cellule bêta dans les diabètes sévères. Et puis on a aussi cette dédifférenciation en direction du tissu exocrine par l'hyperactivité de certains gènes qui sont typiques du tissu exocrine et normalement non exprimés dans la cellule alpha. Donc, ces résultats nous indiquent très clairement que dans le diabète, la cellule alpha est dédifférenciée, et c'est d'ailleurs la même chose dans la cellule bêta. Pour des questions de temps, je ne vous montrerai pas le résultat. Par contre, dans la cellule bêta, au lieu de 39 gènes, nous avions 3192 gènes différentiellement exprimés entre high fat et low fat, et c'est là qu'on voit que la cellule bêta est beaucoup plus réactive que la cellule alpha dans le diabète. Maintenant, le deuxième type d'analyse sur l'expression génique était d'analyser les micro-RNA. Vous savez que dans les RNA, il y a des RNA qui sont bien entendu responsables de la traduction après avoir été transcrits de l'ADN, donc l'ARN messager. Il y a des ARN qui sont aussi non transcriptionnels, qui sont nécessaires, bien entendu, à la traduction dans d'autres conditions. Puis on a des petits ARN qui ne sont pas codants. Ces petits ARN, parmi les petits ARN, on a des micro-RNA qui font 10 à 20 nucléotides de longueur et qui sont très impliqués dans la régulation génique en induisant une inhibition de certains gènes. On a donc regardé dans nos cellules alpha, quels étaient les micro-RNA qui étaient différentiellement exprimés dans nos cellules high-fat versus low-fat. On en a identifié 16, comme vous le voyez, et ce qu'on a identifié de très intéressant, c'est que la plupart de ces micro-RNA viennent du chromosome 12, d'un cluster d'ADN qui est présent sur le chromosome 12 et qui est hypométhylé dans le diabète, un changement épigénétique majeur qui fait que les micro-RNA, certains de ces micro-RNA dans le diabète, diminuent par rapport aux souris non diabétiques. Et un des micro-RNA les plus importants est ce micro-RNA 132, sur lequel nous avons travaillé pour voir que, en mettant beaucoup de micro-RNA 132 dans la cellule alpha, on avait l'induction de FOXA1 et en inhibant le 132, on avait une diminution de FOXA1, indiquant la claire implication des micro-RNA dans la régulation génique de la cellule alpha durant le diabète. Pour résumer toutes ces données, la cellule alpha pendant le diabète est influencée par l'hyperglycémie, par l'insuline, par les acides aminés et par les acides gras, qui induisent tous des changements géniques et épigénétiques, par
en tout cas l'entremise d'un de ces micro-RNA qui va influencer l'expression de FOXA1, qui va induire l'expression du glucagon et aussi induire la prolifération des cellules alpha données que je ne vous ai pas montrées. Les cellules L de l'intestin réagissent aussi et lorsqu'on divise nos souris en normales, légèrement hyperglycémiques et hyperglycémiques, on voit que la sécrétion de GLP-1 à 5 minutes est très différente. En noir, vous avez la sécrétion de GLP-1 chez les souris normales. Chez les souris dont la glycémie reste encore à peu près normale, on a une formidable augmentation de GLP-1. Et lorsqu'on bloque cette formidable augmentation de GLP-1 par l'exendine 9, un bloqueur du récepteur au GLP-1, on a la survenue du diabète comme les hyperglycémiques. Donc cette hypersécrétion de GLP-1 est clé pour maintenir la glycémie. Par contre, les hyperglycémiques ont une augmentation beaucoup moins importante. Elles sont caractérisées, ces souris, par une énorme résistance au niveau des cellules bêta du GLP-1. Nous avons aussi regardé l'expression génique, et pour faire court, vous voyez que l'expression du gène est fortement augmentée dans les souris qui maintiennent une glycémie à peu près normale et beaucoup moins augmentée dans les souris qui sont hyperglycémiques. Et on a aussi une augmentation légère de l'enzyme qui clive GLP-1. Nous avons aussi regardé les micro-RNA dans les cellules L, une analyse extrêmement difficile. Et ce que nous avons noté, pour faire court, c'est que la différence principale d'expression des micro-RNA dans les cellules L de l'intestin entre les souris low-fat et high-fat normaux ou hyperglycémiques semble liée pas du tout à l'hyperglycémie, mais au régime lui-même et à l'obésité. Pour terminer, je vais vous parler du modèle diabétique de type 1, c'est-à-dire modèle streptozotocine. Chez les souris traitées à la streptozotocine, on a une perte de poids et une augmentation considérable de la glycémie avec une perte des cellules alpha et, comme vous le voyez, une hyperglucagonémie formidable puisqu'on a plus de 2 fois d'augmentation du glucagon sanguin. Nous avons à nouveau pris les cellules alpha, très difficiles à obtenir, mais nous avons réussi à les obtenir par fax. Et vous voyez que l'hyperglucagonémie chez ces souris, par cellule alpha, est beaucoup plus importante. Elle sécrète beaucoup plus de glucagon que les cellules normales. Mais, comme vous le voyez à nouveau, elles ne répondent pas du tout à l'hypoglycémie. Elles sont relativement résistantes à l'action de l'insuline, bien qu'elles répondent un peu. Ici, vous voyez aussi les résultats de l'expression génique, et d'une façon assez intéressante, on retrouve dans ce modèle la même altération que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire dans le modèle high-fat, une augmentation de CMAF, une augmentation de FOXA1, mais cette fois, pas du tout contrôlée par l'insuline, puisque lorsqu'on traite ces souris par l'insuline, on n'a aucun effet sur l'expression de CMAF et FOXA1, et par contre, on a un petit effet au niveau de l'hyperexpression du gène du glucagon. Nous avons aussi regardé l'ensemble des micro-RNA exprimés dans la cellule L, et vous voyez que ces micro-RNA sont nombreux, impliqués dans la prolifération, dans la différenciation, dans l'apoptose des cellules L, dans le métabolisme lipidique, dans le signaling